Clôture des travaux de la session ordinaire du Conseil des ministres de la Communauté des développements de l'Afrique australe. 52 décisions ont été adoptées. La SADC rassure par ailleurs qu'elle fera de tout son mieux pour participer activement au processus de restauration de la paix et de la sécurité en RDC. Autre titre, Olivier Dubois, dernier otage français dans le monde, a été libéré ce lundi. Le journaliste a été enlevé au Mali il y a près de 2 ans. Dans l'actualité également, la Russie a annoncé ce lundi l'ouverture d'une enquête pénale contre le procureur et 3 juges de la Cour pénale internationale, quelques jours après l'émission par la CPI d'un mandat d'arrêt visant le président Vladimir Poutine pour crimes de guerre en Ukraine. Les détails dans ce journal. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous à ce journal sur Télé 50. À la une de l'actualité, clôture des travaux de la session ordinaire du Conseil des ministres de la Communauté des développements de l'Afrique australe. 52 décisions ont été adoptées. La SADC rassure par ailleurs qu'elle fera de tout son mieux pour participer activement au processus de restauration de la paix et de la sécurité à l'est de la RDC. Après 2 jours de travaux, la session ordinaire du Conseil des ministres de la Communauté des développements de l'Afrique australe s'est clôturée dans la capitale congolaise sur une note de satisfaction. Pendant cette réunion du Conseil des ministres de la SADC, nous avons eu à examiner l'avancement de la mise en œuvre du plan d'action institutionnel annuel de la SADC, la mise en œuvre du budget de l'exercice 2022-2023 et leurs projets pour l'exercice 2023-2024. Au total, 52 décisions ont été adoptées. Soyez rassurés que les décisions, les conclusions et recommandations qui ont découlé de cette importante réunion seront fidèlement soumises au 43e sommet de chefs d'État et de gouvernement qui sera organisé à Luanda, en Angola, pour examen et approbation par le chef d'État et de gouvernement EC au profit du peuple du grand espace SADC. S'agissant de l'agression rwandaise, la Communauté des développements de l'Afrique australe rassure qu'elle fera de son mieux pour participer activement au processus de restauration de la paix et de la sécurité en RDC. Créée en 1980, la SADC compte à ce jour 16 pays membres. Et puis la RDC, l'Angola et l'Afrique du Sud ont décidé de sceller un partenariat qui va s'étendre au secteur de développement économique, de la défense, des infrastructures et de l'administration publique. De rapports seront faits aux chefs d'État respectifs par les ministres des Affaires étrangères correspondants afin que la diplomatie régionale regarde dans la même direction et travaille pour les mêmes objectifs stratégiques. Consolider un partenariat stratégique et durable et appuyer la paix en République démocratique du Congo sont les 2 objectifs du mécanisme de la tripartite RDC-Angola-Afrique du Sud, lesquels objectifs s'étendront au secteur des développements économiques, des défenses, des infrastructures et de l'administration publique. La mise en place, depuis août 2013 et sur suggestion de l'Angola, le mécanisme devrait être évalué pour l'adapter aux circonstances actuelles. Christophe Lutundula, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la RDC et ses homologues se sont penchés sur différentes urgences, notamment la mise sur pied d'une feuille de route en tenant compte des dossiers brûlants du moment et la création d'un secrétariat permanent virtuel qui fera le suivi et la préparation des rencontres de la tripartite. Une rencontre qui tombe au bon moment et témoigne de la fraternité qui règne entre les 3 pays. Christophe Lutundula a profité pour remercier l'Angola et l'Afrique du Sud pour la promptitude et l'engagement manifeste de développer le partenariat solide et durable. Les rapports seront faits aux chefs d'État de ces 3 pays par le ministre des Affaires étrangères correspondant afin que la diplomatie régionale regarde dans la même direction et travaille pour les mêmes objectifs stratégiques.
Et puis la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC était au centre d'un échange ce lundi au Sénat entre le président de cette institution, le professeur Modeste Bahati, et la délégation de la Fondation des leaders pour la paix, regroupant 40 personnalités à la recherche de la paix dans le monde. Cette délégation a été conduite par l'ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin. Regardez. À l'intention de ses hôtes, conduit par l'ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin, Modeste Bahati Lukwebo a passé en revue la grande préoccupation de l'heure portant sur les perspectives des retours de la paix dans l'Est de la RDC, relevant la genèse de cette crise sécuritaire depuis 1994, alors que notre pays avait ouvert ses frontières pour offrir l'hospitalité aux voisins rwandais qui fouillaient la guerre chez eux, mais curieusement, ces derniers convoitent aujourd'hui nos richesses en ces moments et désolation. Le président du Sénat a réaffirmé la volonté du président de la République de trouver une solution durable par les voies diplomatiques à cette situation depuis son avènement à la tête du pays. Au sujet des élections, Modeste Bahati Lukwebo a soutenu que le chef de l'État est déterminé à respecter les délais constitutionnels pour l'organisation des scrutins prévus à la fin de cette année. Très sensible à cette situation, le chef de la délégation de la Fondation des leaders a lancé un appel à la communauté internationale de s'impliquer véritablement. Nous sommes très sensibles au malheur des populations qui aujourd'hui souffrent la guerre et qui sont aujourd'hui souvent d'être déportés. Nous sommes très sensibles aux efforts qui sont faits dans tout le pays pour conduire à la paix. Et nous voulons aussi exprimer une préoccupation de la communauté internationale que nous représentons de manière très libre pour que les sujets qui sont ceux de la République démocratique du Congo soient pris en compte par la communauté internationale. Cette délégation est venue à Kinshasa pour rencontrer les autorités politiques afin de réfléchir sur la question liée au retour définitif de la paix en République démocratique du Congo. Et puis cette bonne nouvelle pour les femmes qui donnent la vie. Dans sa vision de soutenir la femme, le député national Éric Chikuma propose la modification de l'article 130 du Code du travail pour garantir la totalité de la rémunération due à la salariée qui prend son congé de maternité. En ce mois dédié à la célébration des droits des femmes, le député national Éric Chikuma a déposé au bureau de l'Assemblée nationale la proposition de loi modifiant et complétant le Code du travail en vigueur en République démocratique du Congo. Cette initiative lui a été inspirée par une juriste, Madame Derti Ekofo, et elle a bénéficié particulièrement du concours d'un autre juriste analyste, M. Alain Ngunda Ikala. En effet, cette modification concerne particulièrement l'article 130, alinéa 2 du Code du travail, en y insérant le droit à la totalité de la rémunération due à la femme salariée durant son congé de maternité en lieu et place de seulement du 2/3, comme c'est le cas actuellement. Il faudrait permettre à la femme de bénéficier de la totalité de sa rémunération en cette période où elle a le plus besoin de ses revenus, de ses ressources pour pouvoir non seulement assurer son maintien, mais aussi de l'enfant qui naît pour l'intérêt de la nation. Cette démarche inspirée par des Congolaises salariées et soutenue par des jeunes Congolais ne vise, d'après lui, qu'à soutenir l'émancipation de la femme en lui permettant de concilier sa vie professionnelle, familiale et privée. Il est question pour nous de changer cette perception, mais aussi de promouvoir le droit des femmes au niveau de questions qui sont liées à son traitement sur base de salaire. Il a par ailleurs soutenu que cette pratique n'est pas une invention congolaise. La plupart des codes de travail des pays d'Afrique subsaharienne, dont nos voisins, garantissent l'octroi à la totalité de la rémunération pour maintenir la stabilité des revenus à la femme au moment où elle en a le plus besoin. Balai diplomatique au cabinet du ministre de la Défense et ancien combattant, Gilbert Kabanda s'est entretenu avec plusieurs ambassadeurs et les attachés de défense accrédités en RDC. L'enjeu majeur est celui de renforcer la diplomatie militaire entre pays frères pour la montée en puissance des FARDC. C'est un jour essentiellement diplomatique pour le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. L'ambassadeur de l'Italie accrédité en RDC est le premier à dévoiler le motif de sa visite au ministère de la Défense. On a échangé sur la nouvelle politique de défense de la RDC et en particulier sur les façons pour renouer
les liens de coopération militaire entre l'Italie et la RDC. Puis, c'était le tour du Brésilien Roberto Parente. L'attaché de défense du Soudan du Sud, le général des brigades Garang Kurkurkots, a présenté à Gilbert Kabanda les difficultés d'ordre logistique et autres pour la mise en place du contingent de son pays dans l'est de la RDC par l'EAC. Après l'ambassadeur tchèque, Karel Ek, et la coopération avec la RDC, le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies pour la protection des opérations a planché avec Kabanda sur les dernières relations entre les FARDC et la MONUSCO. Nous avons abordé des sujets tels que le programme de désarmement, démobilisation, réintégration communautaire et stabilisation. Constater avec le ministre qu'on peut quand même accélérer la cadence et je crois que tout le monde est conscient de ce fait-là. Au soir, le patron de la défense congolaise a clôturé avec le collectif des chefs coutumiers qui a salué les efforts de Gilbert Kabanda dans la refondation des FARDC et ceux d'hommes des terrains. 321 millions des francophones, des milliards des contenus culturels, c'est le thème choisi cette année pour la Journée internationale de la francophonie célébrée ce 20 mars à Kinshasa. Une cérémonie officielle a été organisée à l'hôtel du Fleuve, vous le verrez dans les images. Plusieurs prix ont été remis aux différents lauréats du concours de la dictée française. Cette année, la Journée internationale de la francophonie célèbre la création culturelle francophone, sa diversité, mais aussi la nécessité de valoriser son accès en ligne. Le mois de mars est l'occasion de célébrer sur les 5 continents la force stimulante des liens de solidarité créés par la langue française. La francophonie est l'union formelle de divers pays qui ont le français comme langue commune, mais aussi et surtout les valeurs communes qui sont la promotion de la diversité culturelle et linguistique, la démocratie et les droits de l'homme, l'appui à l'éducation, à la formation et à la recherche, le développement durable ainsi que le numérique. Le 53e anniversaire de l'Organisation internationale de la francophonie est célébré sous le thème 321 millions des francophones, des milliards de contenus culturels. La culture nous offre ainsi naturellement les moyens d'exprimer notre créativité, de nous forger une identité propre, de renforcer ou de préserver notre sentiment d'appartenance à la communauté. La RDC, qui est le plus grand pays francophone, va accueillir au mois de juillet prochain les 9e Jeux de la francophonie après avoir organisé avec succès en octobre 2012 le 14e sommet de la francophonie. Et puis le conseiller principal du chef de l'État au Collège des infrastructures, David Moukeba, a effectué une visite des travaux des infrastructures à l'Université pédagogique nationale et l'Institut national des bâtiments et travaux publics afin d'évaluer l'état d'avancement des travaux de ces bâtiments dans cet établissement d'enseignement supérieur et universitaire. Dans sa vision, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi veut marquer sa présence à l'issue par la construction des infrastructures de qualité en vue d'offrir à la jeunesse congolaise une formation de qualité. C'est dans ce cadre qu'il a lancé il y a peu plusieurs travaux de réhabilitation et de construction des infrastructures modernes. Mais la confiance n'excluant pas le contrôle et le suivi, son conseiller principal dans ce secteur, David Moukeba, véritable homme de terrain, a effectué personnellement la visite d'inspection des travaux dans quelques établissements publics, à savoir l'Institut national du bâtiment et des travaux publics, INBTP, l'Université pédagogique nationale, UPN. Le constat est satisfaisant car il y a quelques mois, on était au niveau de la fondation. Mais maintenant, plusieurs immeubles sont sortis de terre. Nous repartons avec une note de satisfaction. Hier, c'était les travaux de terrassement. Aujourd'hui, vous constatez avec nous que ce sont des murs qui ont poussé, que ce sont des bâtiments imposants qui sont devant nous. Et demain, ça sera la finition. Et nous n'hésitons pas de croire que autant le chef de l'État avait marqué sa volonté de pouvoir offrir des installations dignes, n'est-ce pas, à nos enfants pour pouvoir procéder à des encadrements scientifiques.
autant il viendra pour livrer ce bâtiment à leur destinataire. Dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, ces travaux devront permettre le relogement des étudiants ainsi que la disponibilité des auditoires et des bureaux de qualité. On fait un saut en province à l'Agence congolaise de grands travaux. La semaine dernière a vécu la réception définitive des travaux de construction du stade de Goma en leur première phase. Il s'agit de l'infrastructure du stade qui peut déjà accueillir des rencontres sportives. Il est situé à Mungunga, pas loin du célèbre lac Vert. C'est officiel, le nouveau stade de la ville de Goma est désormais opérationnel. Le stade est sous la gestion de la province du Nord Kivu après la mise en œuvre des éléments des corrections listés lors de la réception provisoire intervenue il y a une année. Ceci est la conséquence de la réception définitive prononcée le jeudi 16 mars dernier par les parties prenantes aux travaux, à savoir le ministère national des Sports, celui des infrastructures et travaux publics, la province du Nord Kivu, l'entreprise Sinohydro 2 et l'agence congolaise des grands travaux qui a agi comme maître d'ouvrage délégué au ministère des ITP. Au premier jour, une inspection minutieuse de l'ouvrage a donc été réalisée par l'ensemble des services cités pour certifier de la levée des réserves de la réception provisoire. L'étape ayant été concluante, les équipes ont procédé au deuxième jour à l'élaboration et à la signature d'un procès-verbal confirmant la réception définitive de la première phase des travaux. Le général Ekoukali Poporomi, vice-gouverneur du Nord Kivu, parle ici au nom de l'administration provinciale. Ce qui était prévu pour être fait lors de la première phase l'a été. Et nous sommes maintenant ouverts à la deuxième phase qui doit être commencée dès que le financement sera disponible. Et je crois que à l'évaluation de la première phase, nous pouvons être contents. Lors de la deuxième phase, nous allons entourer le stade avec une clôture. Et vous êtes nombreux à nous suivre dans la province du Kwilu où l'élu d'Idiofa, le député national Obamina Kunjalanjoko, a effectué une tournée dans sa circonscription électorale en vue de consolider sa base et donner le go de la construction de quelques infrastructures de base. Benjamin Moudiata signe ce reportage. Respectueux de ses engagements, le député national Obamina Kunjalanjoko a effectué une tournée de près d'une vingtaine de localités environnant Idiofa dans les Kwilu profonds, sa circonscription électorale. Profitant de ses vacances parlementaires, l'élu d'Idiofa s'est rendu au chevet de Sien, même dans des villages presque invisités. Andine, fille du terroir, son arrivée dans chacun de villages était couronnée par des accueils chaleureux et de marées humaines. Traversant rivières, forêts et brousses avec un message clair portant sur le patriotisme, la démocratie et le développement de la République démocratique du Congo en général et de son territoire d'origine en particulier. Avec un frère appartenant à un parti politique autre que le nôtre, n'est une raison pour le haïr. Nous sommes tous frères avec des idéologies différentes. Nous devons travailler ensemble, main dans la main, pour le développement de notre contrée. Je suis l'un de ceux qui ont compris la démocratie. Elle ne permet pas d'insulter les autres. Ça doit être ainsi pour nous tous. À son passage, Obamina Kunjalanjoko a marqué le cœur de ses électeurs avec des entretiens interpersonnels, mais aussi en procédant au lancement des travaux de construction de quelques infrastructures de base. Et à quelques heures de la clôture du processus d'identification et d'enrôlement des électeurs, le président fédéral de l'AFDC Lualaba, Robert Chipunda Mbako, a obtenu sa carte d'électeur. Ce dernier appelle également à l'enrôlement massif. Le drapeau aux couleurs rouge, jaune, noir et blanc flottait sur la ville des Kolwezi samedi dernier. Le parti cher au professeur Bahati Lukwebo a accompagné son président fédéral à FDC Lualaba 1, le député Chipunda Mbako, à obtenir sa carte d'électeur. Arrivé au centre d'enrôlement de l'épée Manika 2, ce dernier a suivi toute la procédure jusqu'à l'obtention de sa carte d'électeur. Je viens de m'enrôler et à l'occasion, je demande à tout le monde, les Lualabais, Lualabaises, tous
qu'ils obtiennent aussi leur carte. C'est important parce que sans carte, on ne sait pas faire ce choix des cadres. Si vous n'avez pas cette carte, c'est difficile de vous identifier. Moi, en tant que président fédéral de mon parti, je voulais d'abord accompagner les camarades pour qu'ils puissent avoir les cartes. Et maintenant, comme ils en ont eu, ils ont voulu m'accompagner aussi finalement. Notons que le président fédéral de la FDC Lualaba a par ailleurs demandé un prolongement de l'opération afin que tout Congolais obtienne sa pièce d'identité. Je me sens fatigué, mais je vais bien. Tels sont les premiers mots du journaliste Olivier Dubois, otage au Sahel depuis près de 2 ans. Une libération qui a été rendue possible en grande partie grâce à des négociations avec Niamey où il a atterri cet après-midi, comme l'a annoncé le président de la République française Emmanuel Macron. Il faut compter près de 2 ans, c'est-à-dire 23 mois, ou plus exactement 711 jours, depuis que le journaliste a été kidnappé à Gao, au Mali, par un groupe djihadiste dénommé Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Avant sa libération ce mercredi, Olivier Dubois était le dernier otage français dans le monde. C'est en 2015 qu'il pose ses valises pour la première fois au Mali. Quelque temps plus tard, il se fait remarquer par des rédactions au pays avant de devenir collaborateur de journaux comme Libération, Le Point ou encore Jeune Afrique. C'est en tentant une interview le 8 avril 2021 qu'il va disparaître et ne donner de nouvelles que le mois suivant dans une courte vidéo affirmant avoir été enlevé et suppliant sous la contrainte sa famille et la France de tout faire pour qu'il retrouve la liberté. Depuis sa capture, plusieurs actions avaient été menées par ses proches et des soutiens à la liberté de la presse pour sensibiliser à sa condition d'otage, notamment à travers plusieurs manifestations, des tribunes ou une pétition ayant réuni plus de 100 000 signatures. À sa libération, il a rendu hommage au Niger pour son savoir-faire pendant les négociations, mais aussi la France, son pays. Emmanuel Macron, lui, a exprimé un immense soulagement tout en annonçant le retour en France dans les prochains jours du journaliste marié et père de 2 enfants. À côté d'Olivier Dubois, un Américain qui était en captivité depuis 6 ans, quant à lui, a également été libéré ce lundi. Jeffrey Woodke, humanitaire chrétien qui venait en aide aux populations nomades avec une ONG au Niger, avait été enlevé le 14 octobre 2016 par des groupes djihadistes avant d'être conduit au Mali. Toujours en dehors de nos frontières, la Russie a annoncé ce lundi l'ouverture d'une enquête pénale contre le procureur et 3 juges de la Cour pénale internationale, quelques jours seulement après l'émission par la CPI d'un mandat d'arrêt visant le président Vladimir Poutine pour crime de guerre en Ukraine. Ces magistrats, dont le procureur de la CPI Karim Khan, ont rendu des décisions illégales visant à arrêter le président de la Fédération de Russie et la commissaire aux droits des enfants, a indiqué le comité d'enquête russe dans un communiqué. Ce journal est terminé. Place au rappel de titres. Clôture des travaux de la session ordinaire du Conseil des ministres de la Communauté de développement de l'Afrique australe. 52 décisions ont été adoptées. La SADC rassure par ailleurs qu'elle fera de tout son mieux pour participer activement au processus de restauration de la paix et de la sécurité en RDC. Et pendant ce temps, Olivier Dubois, le dernier otage français dans le monde, a été libéré ce lundi. Le journaliste a été enlevé au Mali il y a près de 2 ans. Vous l'avez suivi dans ce journal, la Russie a annoncé ce lundi l'ouverture d'une enquête pénale contre le procureur et 3 juges de la Cour pénale internationale, quelques jours après l'émission par la CPI d'un mandat d'arrêt visant le président Vladimir Poutine pour crime de guerre en Ukraine. Merci de nous avoir suivis et surtout restez fidèles au programme de Télé 50. L'actualité reste incontinue